Bonjour. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de quatre grands types d'attachement dans les relations. Pour un petit rappel, ce sont l'attachement sécurisant, l'attachement anxieux, attachement évitant et le quatrième type, c'est l'attachement anxieux évitant, soit l'attachement désorganisé. Et comme je vous ai promis, nous allons consacrer une vidéo entière à chaque type de cet attachement. Et aujourd'hui, nous allons commencer par l'attachement anxieux. Parce que probablement c'est un des styles d'attachement les plus douloureux à vivre. Et selon les études, environ une personne sur cinq fonctionne principalement avec ce type d'attachement. Et pourtant, beaucoup de personnes ignorent complètement ce qui leur arrive. Parce qu'ils pensent simplement, «Hmm, peut-être je suis trop sensible dans les relations. Probablement que je tombe sur une mauvaise type de personne. Probablement je réfléchis trop et j'attache trop vite. Et si, imaginons, le problème n'était pas vraiment là. Laisse-moi te poser une question suivante. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une personne et quelques semaines plus tard, tu avais l'impression que ton cerveau et ta vie ne t'appartiennent plus? Tu regardes tout le temps ton téléphone, tu attends un message, tu te demandes pourquoi il répond moins vite qu'avant. Tu relis sans arrêt les conversations et tu analyses les détails qui, il y a quelques mois même, ne t'auraient même pas traversé ton esprit. Et parfois, sans même te rendre compte, toute ta journée commence à dépendre de son comportement et son intention. Un message te met tout de suite en bonne humeur et une silence te fait douter qu'est-ce qui se passe. Une réponse froide te fait paniquer encore plus. Et soudain, cette personne commence à occuper beaucoup plus de place dans ton esprit que dans la vie réelle. Si tu te reconnais dans ce genre de situation, cette vidéo pourra t'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une chose essentielle et d'une problématique essentielle de ce type d'attachement. Parce que l'attachement anxieux, ce n'est pas le problème d'amour comme beaucoup de monde le pense. C'est souvent juste le problème de peur. C'est la peur de perdre la connexion, la peur que l'autre s'éloigne, la peur que les relations ne se construisent jamais, la peur que la personne commence à devenir important pour nous et qu'on a une possibilité de la perdre. Et la plus grande malentendu sur l'attachement anxieux, c'est que les gens pensent, j'ai ces gammes de sentiments, peut-être que j'aime trop cette personne. Mais en réalité, généralement, c'est pas du tout ça. Le problème, ce n'est pas que tu aimes trop, mais le problème que tu as peur de perdre la relation ou même parfois la possibilité de cette relation. Tu as peur qu'il s'éloigne, qu'il perde de l'intérêt, qu'il change d'avis, qu'il choisisse ou qu'il trouve quelqu'un d'autre, ou tout simplement qu'il cesse de te choisir. Et cette peur finit par prendre tellement de place qu'ils deviennent parfois plus forts que les sentiments réels envers de cette personne. Et c'est pour cela qu'une personne avec ce type d'attachement anxieux est très rarement complètement détendue dans les relations. Et même quand tout semble aller bien, ce type de personne avec l'attachement anxieux va toujours rester en train d'observer et de douter, toujours en train de vérifier, toujours en train de chercher les signes contradictoires, comme si quelque chose pouvait basculer à tout moment. Et ce qui est intéressant, que ce genre de peur ne naît pas généralement dans les relations amoureuses, mais c'est souvent le peur le plus ancienne. Et généralement, c'est le peur qui naît pendant notre enfance. Parce que quand nous sommes enfants, nous apprenons ce qui est l'amour à travers de nos premières relations. Et pour certaines personnes, l'amour n'est pas totalement prévisible. Ça dépend bien évidemment des conditions de l'enfance, mais pour certaines personnes, les conditions familiales, c'était le genre que parfois l'amour était là, parfois il y avait moins d'amour, parfois elles se sentaient
profondément aimé et parfois il avait l'impression de devoir mériter de l'attention, de devoir d'être sage, de devoir être parfaite aux yeux de ses parents, de devoir comprendre les besoins des autres avant leurs besoins. Et petit à petit, le cerveau enregistre un message très dangereux que la connexion n'est pas garantie. Je peur perdre quelqu'un d'important. Je dois tout le temps rester vigilant. Et cette vigilance devient une habitude pour tout le reste de la vie, malheureusement. Et des années plus tard, le système nerveux continue à fonctionner comme si la perte pouvait arriver à tout moment, puisque le peur, elle est déjà enregistrée depuis des années et des années dans notre système nerveux. Et même s'il n'y a aucun danger réel, notre cerveau va toujours continuer à chercher ses doutes. Et alors, quels sont les indicateurs principaux d'un attachement anxieux? Tout d'abord, tu attaches à une personne un peu trop vite. Tu penses beaucoup à cette personne. Tu as du mal de vivre n'importe quelle incertitude. Tu as besoin tout le temps d'être rassuré. Et tu remarques immédiatement tous les moindres changements dans le comportement d'une autre personne. Tu analyses tous les détails, tous les messages, les silences entre les messages, comment une autre personne te regarde, est-ce qu'il y a des changements, euh, tous les détails dans les intonations. Et surtout, tu as du mal de rester calme lorsque la connexion te semble un peu moins forte. Prenons un exemple simple et basique. Imaginons que hier, la personne elle a envoyé beaucoup de messages et l'échange était très intense. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de retard et plus de délai entre les messages. Et objectivement, la personne elle pouvait juste être un peu plus occupée aujourd'hui. Mais dans ton esprit, tu commences déjà à te raconter une histoire. Comme quoi quelque chose a changé. Comme quoi j'ai dû peut-être faire une erreur. Peut-être il est en train de perdre un intérêt. Et je savais que tout va se terminer comme ça. Et en quelques minutes, ton anxiété commence déjà à construire tout un scénario de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Un scénario qui te semble tellement réel que même ton corps commence à réagir comme si la menace était ici et comme s'il était réel. Parce que oui, l'attachement anxieux ne se passe pas seulement dans la tête, mais il se passe aussi dans notre corps. Tu peux sentir le genre de choses comme quoi la ventre commence à se serrer. Ta poitrine devient un peu plus lourde et tu ressens tout le temps cette agitation intérieure. Tu regardes ton téléphone, puis encore une fois et encore une fois, et tu essaies de travailler, tu essaies de regarder un film, de discuter avec quelqu'un juste pour passer à une autre chose et pas d'être tout le temps concentré sur ça. Mais une partie de ton attention reste toujours accrochée à cette situation, à cette relation. C'est comme si ton système nerveux essaie de résoudre ça en toute urgence. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Parce que souvent, les gens confondent cette intensité et cette inquiétude avec la preuve de l'amour. Alors que le plus souvent, il s'agit juste de l'activation de notre système de l'attachement. Et maintenant, parlons d'un paradoxe qu'on rencontre assez souvent. Pourquoi les personnes anxieuses tombent souvent amoureuses des gens qui sont émotionnellement indisponibles? Pourquoi les personnes stables, parfois, leur semblent moins attirants que celles qui envoient les signaux un peu contradictoires? Parce que notre cerveau est attiré par ce qui active notre système d'attachement. Imagine quelqu'un qui est très présent un jour, puis le lendemain, il devient plus distant, plus chaleureux de nouveau, plus après silencieux, après affectueux et de nouveau inaccessible. Et à chaque fois que cette personne revienne, ton cerveau ressent un genre de vrai soulagement. Et ce soulagement devient pour nous comme un genre de récompense.
Tu commences à attendre le prochain message et le prochain appel et le prochain preuve de l'intérêt, sans te rendre compte que tu entres dans le cycle d'attente. Ici, on peut très bien imaginer et comparer ça avec le casino. Imagine, tu joues au casino. Tu joues et tu commences à perdre. Tu joues encore et tu perds de nouveau. Et puis soudain, tu gagnes. Et ce n'est pas juste la récompense qui crée cette addiction, mais c'est l'imprévisibilité de cette récompense. Et certaines relations fonctionnent exactement de la même manière. Et il y a encore une chose ici qui est très intéressante à étudier également, c'est que quand la personne est émotionnellement indisponible, mystérieuse, compliquée à lire et à comprendre son comportement réellement, nous avons finalement très peu d'informations réelles sur cette personne. Et pourtant, souvent, précisément, c'est dans ces situations-là que nous attachons le plus. Ça paraît bizarre, mais c'est complètement réel. Et si on demande pourquoi, la réponse est parce que notre esprit déteste le vide. Et lorsqu'il manque des informations, il commence à compléter et à construire ces informations lui-même. Il commence à imaginer, à interpréter et construire des différents scénarios. Et il crée des explications au comportement qui nous paraît contradictoire. Et peu à peu, sans même nous rendre compte, nous commençons à fabriquer une version de cette personne dans notre tête. Et c'est une version qui très probablement n'a rien à voir avec la version réelle de cette personne. Et c'est une version qui est probablement beaucoup plus belle qu'en réalité. Et nous attribuons à cette version les qualités que nous ne connaissons même pas si cette personne en possède. Nous imaginons sa profondeur, ses intentions, ses sentiments et le futur que nous pouvons avoir ensemble avec cette personne. Et c'est là que quelque chose de très important se produit. Parfois, nous ne tombons pas amoureux de la vraie personne, mais nous tombons amoureux de l'image que nous avons construite dans notre tête concernant cette personne. Juste une histoire, juste du potentiel de cette personne qui probablement n'aura jamais d'être réel dans la vie, de notre futur imaginaire qui est bien évidemment idéalistique dans notre tête. Et plus la personne est distante et indisponible, plus ça devient facile pour nous d'imaginer et de remplir cet espace vide. Et c'est pour ça que certaines ruptures peuvent être aussi douloureuses. Parce que nous ne perdons pas seulement une personne, mais en même temps, nous perdons tout le futur que nous avions déjà commencé à vivre dans notre tête avec cette personne. Tous les projets en commun, tous les scénarios, toutes les possibilités qu'on pouvait avoir ensemble. Et parfois, ce n'est pas la relation qui nous manque le plus, mais c'est cet rêve que nous avons construit autour de cette personne et uniquement que dans notre tête. Et c'est là aussi que beaucoup de personnes confondent l'amour et l'intensité émotionnelle. Beaucoup de personnes pensent que je n'arrive pas à arrêter de penser de cette personne. Je souffre énormément. Je suis obsédée par cette personne. Et je ressens quelque chose de tellement fort, je ne peux rien faire avec ça. Et donc, de tout ça, il conclut que ça doit être un homme de ma vie ou une femme de ma vie. Mais laissez-moi ici vous poser une question. Si cette relation vous prive de votre sommeil, de votre paix intérieure, si ça vous fait perdre votre énergie en consacrant tout le temps aux pensées de cette personne, si ça vous prive de capacité de profiter de la vie pleinement, est-ce qu'il s'agit vraiment de l'amour dans ce cas?
ou est-ce que c'est juste ton système nerveux est simplement coincé dans un état d'alerte permanente? Parce que l'amour sain apporte généralement toujours davantage de sécurité et pas davantage de chaos, davantage de stabilité et pas davantage de confusion. Et voici, selon moi, le cœur de ce problème. Le vrai problème d'attachement anxieux, ce n'est pas que tu perds l'autre, mais le vrai problème, c'est que tu perds toi-même. Petit à petit, et parfois même sans te rendre compte. Tu arrêtes à te demander qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que moi j'aimerais, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et à la place de tout ça, tu commences à te demander les questions genre qu'est-ce que cette personne pense? Pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, de telle manière ou de telle manière? Comment faire pour qu'elle reste ensemble avec moi? Comment de nouveau retrouver cette connexion qui était entre nous au début? Et toute ton attention, au bout d'un moment, quitte ta propre vie et elle s'accroche à la vie d'une autre personne. Tu commences à vivre à travers de ces messages, à travers de ses réactions et surtout à travers de son humeur et de t'adapter à tout ça. Et c'est là que la dépendance émotionnelle commence à s'installer. Et derrière tout cela cache souvent la peur encore plus profonde. La peur de l'abandon, la peur d'être quitté et la peur de ne pas être choisi. Mais ce qui fait réellement mal, ce n'est pas seulement l'histoire de perdre quelqu'un, mais c'est qu'est-ce que cette perte va nous dire de nous-mêmes. Et parfois, on a une idée que ça va nous dire que on n'est pas assez importante, on n'est pas assez intéressante et on n'était pas choisi. Et c'est précisément pour cette raison que certaines situations peuvent nous faire réagir autant fortement. Parce qu'ils réveillent des blessures qui sont beaucoup plus anciennes même que les relations elles-mêmes. Alors, en comprenant tous ces mécaniques, on peut se poser les questions, qu'est-ce qu'on peut finalement faire pour guérir? Et d'abord, il faut comprendre qu'on n'est pas cassé et on n'est pas trop sensible. C'est juste notre système nerveux qui a appris à fonctionner de cette manière. Et une bonne nouvelle ici, que tout ce qui était appris peut être transformé ou changé. Et la guérison commence lorsque tu apprends à distinguer l'amour et la peur, parce que là, la différence est essentielle. Lorsque tu commences à te demander, est-ce que je souffre autant parce que j'aime vraiment, ou est-ce que je souffre autant juste parce que j'ai peur de perdre? Et cette question peut changer énormément des choses. Parce que après cette question, tu commences à revenir vers toi-même et te demander qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que moi j'ai envie et qu'est-ce que moi j'en veux, qu'est-ce que moi j'ai besoin d'atteindre aujourd'hui. Parce que la guérison commence toujours là, dans le retour à soi-même. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec l'idée très simple que guérir de l'attachement anxieux ne signifie pas d'aimer moins et ne signifie pas de devenir plus froide, ne signifie pas arrêter de s'attacher. Cela signifie juste apprendre à rester avec toi-même quand tu aimes quelqu'un d'autre. Parce que l'amour n'est pas censé de te faire disparaître. L'amour n'est pas censé te faire abandonner tes besoins, tes envies, tes rêves et ton paix intérieure. Mais complètement au contraire. L'amour sain te permet d'exister davantage. Et si aujourd'hui tu t'es reconnu dans cette vidéo, écris-moi dans les commentaires et dis-moi quelle partie de cette vidéo t'a parlé le plus. Et comme j'ai déjà dit, dans les prochaines vidéos, on va parler des 3 types d'attachements qui nous restent. Donc c'est le attachement évitant, attachement anxieux évitant. Et pour terminer, on va voir la situation idéale. Donc c'est le type d'attachement sécurisant.
Merci beaucoup et à très bientôt.